nous avons commencé à bien aborder les transmetteurs de puissance au cours de cette série de vidéos. Il reste cependant un cas très classique de transmetteur de puissance qui pose parfois problème à la compréhension. Il s'agit des trains épicycloïdaux. Si vous vous retrouvez sur cette vidéo parce que vous vous sentez complètement perdu, pas de panique. Une fois que c'est compris, calculer les lois entrée-sortie d'un train épicycloïdal est en fin de compte assez facile. Si vous avez de grandes difficultés, je vous conseille de commencer par les premières séries de ce chapitre pour affiner votre compréhension. Pour enfoncer le clou, on trouvera à la suite des exercices pour s'assurer de la maîtrise des trains épis, comme on aime les appeler. Les trains épicycloïdaux ou trains planétaires sont des trains d'engrenage qui sont très présents dans les systèmes de transmission de puissance. Ils se caractérisent par le fait qu'au moins un axe est mobile par rapport au bâti. Ils sont très utilisés car ils permettent d'avoir de très grands rapports de réduction avec un encombrement très réduit. Il est très important de savoir reconnaître les différents organes dans un train épicycloïdal pour pouvoir établir des lois entrée-sortie. Un train épi est composé de deux planétaires, qui sont la roue dentée centrale ainsi que la couronne. Généralement, le planétaire en première position dans la chaîne de transmission de puissance est appelé premier planétaire, puis le planétaire qui est en seconde position dans la chaîne de transmission de puissance est appelé deuxième planétaire. Ensuite, il y a le satellite, qui permet d'assurer la liaison entre les deux planétaires. Puis pour finir, il y a le porte-satellite, qui est la pièce sur laquelle le satellite est en liaison pivot. Pour ne pas se tromper, on retient que la roue dentée centrale est un planétaire, la couronne externe est un planétaire également. Ensuite, autour de la roue centrale, le satellite effectue son orbite. Puis pour finir, il faut bien soutenir le satellite, et cela est assuré par les portes-satellites. Il est impératif de savoir bien identifier porte-satellite, satellite et les deux planétaires pour pouvoir établir des lois entrée-sortie. Si on observe cela avec un schéma cinématique, notre pièce 0 sera le bâti, notre pièce 1 et 4 seront nos planétaires, le satellite sera la pièce 2 et le porte-satellite la pièce 3. Avant d'établir des lois entrée-sortie d'un train épicycloïdal, il est important de saisir la différence entre un axe fixe et un axe mobile. Dans les trains simples, que nous avions étudiés dans la vidéo précédente, tous les axes sont fixes par rapport au bâti. Si l'on considère le centre de chaque roue comme un point, alors la vitesse de ce point par rapport au bâti sera nulle. Cependant, ce n'est pas le cas dans les trains épis, où l'axe des satellites peut tout à fait être mobile par rapport au bâti. Si l'on considère le centre de chaque satellite comme un point, alors, dans notre cas, la vitesse de ce point par rapport au bâti sera non nulle. Avec une représentation plus réaliste, on peut bien voir que dans ce cas, l'axe des satellites est mobile par rapport au bâti, mais par contre, dans le cas d'un train simple, l'axe est bien fixe par rapport au bâti. Dans la vidéo précédente, j'avais insisté sur le fait que la formule usuelle moins puissance n produit du nombre de dents menant sur mené n'était que valable si les axes de chaque arbre du train d'engrenage sont fixes par rapport au bâti. Ainsi, une erreur très courante qu'il faut à tout prix éviter lorsque vous êtes face à un problème de ce genre est de définir entrée et sortie, de parcourir la chaîne de transmission de puissance et d'utiliser sans réfléchir la loi moins puissance n, nombre de dents menant sur mené, et d'aboutir à une loi entrée-sortie comme ceci. Malheureusement, c'est faux, car dans notre cas, l'axe de la pièce 2, c'est-à-dire l'axe du satellite, est mobile par rapport au bâti. Faites donc bien attention quand vous calculez des lois entrée-sortie, d'utiliser cette formule uniquement dans le cas où vous êtes assuré que les axes sont bien fixes par rapport au bâti. On peut à présent s'attaquer à la méthode pour établir des lois entrée-sortie. Vous avez probablement entendu parler de la formule de Willis pour les trains épis,
Contrairement à la formule loi entrée des trains simples, je vous déconseille fortement de l'apprendre par cœur sans comprendre d'où elle vient, car cela est souvent source d'erreur, surtout que la méthode que je vais vous montrer, revenant en quelque sorte à redémontrer la formule de Willis à chaque fois, n'est pas tellement plus longue et vous épargnera probablement beaucoup d'erreurs. Cela vous permettra aussi de comprendre le raisonnement pour aborder d'autres problèmes plus complexes qui sont analogues aux trains épicycloïdaux. Cette méthode se fait en 3 étapes. La première étape consiste à raisonner dans un repère où tous les axes sont fixes et d'écrire les équations qui en résultent. Ensuite, dans un second temps, on va utiliser la loi de décomposition des vecteurs vitesse pour pouvoir exprimer la vitesse de rotation en fonction du bâti. Puis, on identifie entrée et sortie, on secoue tout ça et on résout pour déterminer une loi entrée-sortie. Prenons un cas simple pour illustrer cette méthode. Le repère dont je vous parlais où les axes sont fixes les uns par rapport aux autres est le repère du porte-satellite. C'est pour ça qu'on dit, et vous l'avez peut-être déjà entendu, on raisonne à porte-satellite fixée. Ce qu'on entend par là, c'est qu'on considère dans un premier temps que tout le bâti n'est plus la pièce 0, comme on le définit souvent, mais dans ce cas, le bâti est le porte-satellite et on écrit toutes les vitesses de rotation par rapport au porte-satellite. Et on constate alors, dans ce cas, que si on considère le porte-satellite comme fixe, c'est-à-dire comme notre bâti, alors tous les axes sont fixes dans ce repère-là. Et ainsi on peut établir, alors en plaçant une entrée fictive sur le premier planétaire, puis la sortie sur le second, une première loi avec une fraction du nombre de dents. On s'est placé sur le repère du satellite. On a donc le droit d'écrire que la vitesse de rotation de la pièce 4 sur 3 sur la vitesse de rotation de la pièce 1 sur 3 est égale ici donc au rapport du nombre de dents menant sur mené, c'est-à-dire moins Z1 sur Z2 multiplié par Z2 sur Z4. Ici ça se simplifie et on arrive à établir notre première loi. Cette première loi est appelée la raison du train épicycloïdal. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on arrive à la seconde étape de notre méthode, qui consiste à manipuler notre loi de décomposition des vecteurs vitesse. Cette notion est très largement abordée dans les chapitres de cinématique, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec cette notion, faisons un petit rappel. La loi de décomposition des vecteurs vitesse stipule que nos vitesses sont des vecteurs, et qui peuvent s'additionner. Si on prend 3 solides 0, 1 et 2 dans un référentiel galiléen, alors la vitesse de rotation de la pièce 2 par rapport à 0 est égale à la vitesse de rotation de la pièce 2 par rapport à 1, plus la vitesse de rotation de la pièce 1 par rapport à 0. C'est une notion essentielle pour toute la cinématique. Revenons-en à notre train épicycloïdal. Nous avons précédemment établi la relation faisant intervenir la raison de notre train épi. Nous pouvons donc décomposer nos vecteurs pour pouvoir exprimer toutes les vitesses de rotation par rapport au bâti, et non plus par rapport au porte-satellite. La relation que nous venons d'établir correspond à une formule de Willis. Il ne nous reste plus qu'à identifier l'entrée et la sortie pour pouvoir établir notre loi entrée-sortie, ce qui se fait à l'étape 3. Mais pour ce faire, faisons en exemple les 3 configurations de train épicycloïdal dans un cas simple pour pouvoir bien intégrer cette méthode de calcul. On se place dans la première configuration. Dans cette configuration, la couronne, c'est-à-dire la pièce 4, est fixée. Cela veut dire que la vitesse de rotation de la pièce 4 par rapport au bâti, 0, sera nulle. On définit notre entrée comme le premier planétaire, c'est-à-dire la pièce 1, et la sortie comme le porte-satellite, c'est-à-dire la pièce 3. On va commencer par raisonner à porte-satellite fixé, et on peut donc écrire que la vitesse de rotation de la pièce 4 par rapport au porte-satellite sur la vitesse de la rotation du premier planétaire par rapport au porte-satellite sera égale donc à moins Z1 sur Z2 multiplié par Z2 sur Z4. Les choses se simplifient et nous avons donc ici la raison de notre train épicycloïdal. Une fois que nous avons fait ça, on peut donc décomposer nos vecteurs vitesse pour pouvoir établir notre formule de Willis. La vitesse de rotation de la pièce 4 par rapport à 0 est nulle, on l'injecte dans notre formule de Willis, et ensuite, en manipulant nos équations, en connaissant la sortie et l'entrée, nous allons être capables de déterminer notre loi entrée-sortie de notre train épicycloïdal dans cette première configuration.
Dans cette configuration, c'est la pièce 1 qui va être fixée, la vitesse de rotation de la pièce 1 par rapport à 0 est nulle. L'entrée est définie comme le porte-satellite et la sortie comme la pièce 4. On commence par raisonner à porte-satellite fixé comme précédemment et on établit la raison de notre train épicycloïdal. Ensuite, on décompose nos vecteurs vitesse pour pouvoir établir notre formule de Willis. La vitesse de rotation de la pièce 1 par rapport à 0 est nulle. Et puis on manipule nos équations pour pouvoir établir notre loi entrée-sortie. Nous avons à présent notre dernière configuration, où c'est cette fois-ci le porte-satellite qui est fixé. Notre entrée est définie dans ce cas-là comme la pièce numéro 1, et notre sortie comme la pièce numéro 4. Ici, lorsque l'on raisonne à porte-satellite fixé, comme précédemment on établit notre relation avec la raison du train épicycloïdal, et lorsque l'on établit par loi de décomposition des vecteurs vitesse notre formule de Willis, eh bien les choses se simplifient très bien et on obtient une relation très simple avec notre entrée et la sortie, qui vaut simplement un train d'engrenage simple comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente.